Ok. Et du coup, le décalage de la réforme, c'est Une déception. une déception. Bonjour Farida. Bonjour Charles. Je suis super ravi de t'avoir aujourd'hui dans ce premier épisode de Ce n'est pas que des chiffres, le podcast que l'on lance avec Sekino. Je suis super ravi de t'avoir aussi parce que j'ai envie de dire, on est un peu les régionales de l'étape ensemble, puisque tu viens de Cholet et tu vas en parler, et moi je suis Saumurois, donc on est du même coin. On représente l'Ouest. On représente l'Ouest en force. Euh, Avant de commencer, moi j'aimerais d'abord, voilà, Farida, savoir qui tu es. Farida, en fait, qui te présente toi, s'il te plaît. Farida, donc... Que dire de moi bizarre? En dehors des chiffres, justement. En dehors des chiffres. J'ai 49 ans, je suis sur Cholet depuis presque 20 ans maintenant. Je suis maman solo de deux grandes filles et experte comptable, pareil, sur le tard. Après avoir fait plus de 20 ans en différents cabinets, j'ai passé le diplôme en 2017 et je me suis installée en tant qu'experte comptable indépendante en créant mon cabinet Ex Nihilo en 2019. Et aujourd'hui, en 2022, on est toujours en 2024, on est toujours là. Ça passe trop vite, hein. Ça passe trop vite. Et là, t'as squeezé 2 ans, là, direct. C'était 2 ans de rush, c'est pour ça. Oui, là, en plus, on vient de finir le rush, là. Oui, fin de période fiscale. Là, on repart sur l'été, les nouveaux projets, les nouveaux peut-être logiciels, etc. Yes, bon, on va en parler de tout ça. Donc, ton cabinet, comment il s'appelle? Parce que tu l'as pas dit le nom, en fait, de ton cabinet, là. C'était le teasing. Donc, mon cabinet s'appelle FAMAC, qui sont les initiales de mon prénom et de mon nom, parce que je voulais vraiment pouvoir créer un cabinet à mon image, un cabinet de proximité et retrouver un relationnel client fort sur un petit cabinet. Parce que, en fait, je fais ce métier pas forcément pour les chiffres, mais vraiment pour accompagner les chefs d'entreprise. Ok. Et donc, ton cabinet, tu l'as créé, tu m'as dit, en 2017, c'est ça? 2019. 2019. Ouais. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans, ça fait 5 ans cet été qu'il est créé. Je l'ai commencé toute seule dans mon salon. Et aujourd'hui, on a des beaux bureaux avec une équipe de 5 personnes. Donc, vous êtes 5 ou vous êtes 6? On est 5. On est 5. Je me compte dans l'équipe. Ok, super. Et du coup, donc voilà, si on se focus un peu sur ton cabinet, donc on a un peu parlé de ton cabinet, en termes de peut-être des valeurs que tu veux véhiculer, j'ai compris un peu d'éléments sur la proximité. La proximité, vraiment un accompagnement humain, des valeurs humaines aussi dans l'accompagnement des collaborateurs. C'est de la même façon que je les accompagne, qu'ils grandissent au sein du cabinet. Les valeurs, c'est surtout intégrer des choses qui sont importantes pour moi, comme la RSE, que j'ai pas encore réussi à mettre en place, mais qui est dans les paquets depuis quelques années. Mais en tout cas, on l'applique au sein du cabinet, déjà. Et qu'est-ce que tu fais du coup comme... Sur 3 points, en fait, en termes d'environnement, on est parti sur des achats raisonnés, en prenant parfois de l'occasion, que ce soit pour le mobilier ou même certains outils informatiques qui ont moins d'usure. C'est déjà éviter de racheter du neuf, de réutiliser ce qui peut être encore exploité. Au point de vue sociétal, c'est accompagner la formation. On prend beaucoup de stagiaires. D'accord. On a quasiment tous les ans eu des apprentis aussi. Et puis on accompagne aussi. Moi, j'interviens au sein d'associations
Scholtez d'Entrepreneur E. Entrepreneur au féminin. Entrepreneur au féminin, je suis impliquée dedans depuis quelques années aussi. D'accord. C'est déjà pas mal. Sur le côté humain et environnemental, c'est ce qu'on peut faire déjà à notre niveau. Ok. Et du coup, donc en termes de... Donc, là, on a parlé de la partie RSE, certaines valeurs aussi donc, pour tes salariés, pour tes collaborateurs, que ce soit dans l'accompagnement, dans la formation. Et comment ça se retrouve aussi, ces valeurs-là, dans l'accompagnement client, parce que des échanges qu'on a pu avoir avant ensemble, j'ai compris qu'il y avait quand même un volet sur ce sujet-là. On accompagne des TPE. Nous sommes Samac, on n'a que des clients TPE. Qui ont moins de 10 salariés dans différents domaines d'activité. Donc on a des chefs d'entreprise qui sont souvent un peu seuls sur leur gestion administrative, comptable, commerciale. Donc l'accompagnement, il se fait sur du sur-mesure sur ce qu'on peut leur proposer, qui s'adapte à ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont le temps de faire, ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas c'est pas du clé en main identique pour tout le monde. C'est aussi une mission qui est à géométrie variable en fonction des clients et surtout on essaye de leur simplifier la vie, notamment par les outils digitaux. Ok. Donc vraiment une vraie proximité avec tes clients pour les accompagner dans leur développement et alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, t'as pas de site internet. Donc comment tu les trouves tes clients? J'ai un pseudo site internet. Comment je les trouve? Je suis impliquée dans le réseau Choletais déjà, donc on essaye de se faire connaître. Au début, j'ai fait beaucoup de commercial entre guillemets. J'ai été beaucoup dans les réseaux. J'étais impliquée sur différents aussi projets qu'il pouvait y avoir. Et ensuite, c'est la recommandation client. Ouais. C'est un gros levier ça pour toi aujourd'hui, la recommandation client? Le commercial, on va dire que je l'ai fait les 2 premières années. Ouais. Beaucoup, la 3e année un petit peu, et aujourd'hui, je vais pas dire que je fais plus rien en commercial, mais on n'en est pas loin. En tout cas, c'est mes clients qui m'amènent d'autres clients. D'accord, c'est bon signe sur la stabilité et la capacité justement d'accompagner toi tes clients, la satisfaction de tes clients aussi. A priori, ils sont satisfaits. C'est ce que, voilà, le fait d'avoir des nouveaux clients qui viennent comme ça en bouche à oreille, c'est... c'est important. Et puis, cette proximité, c'est aussi de la capacité d'écoute. Je vends pas des missions pour vendre des missions. Je leur propose ce dont ils ont besoin et quelquefois ça prend du temps aussi d'arriver sur certaines choses, mais de mettre au point certains projets avec eux, mais il y a aussi beaucoup de patience en fait. Et la patience avec les clients, c'est important. Oui, parce que quand on a un projet, que ce soit une création d'entreprise, développement d'entreprise, ou même quelquefois l'inverse malheureusement, de devoir arrêter, ça se fait rarement du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'échanges pour savoir est-ce qu'ils sont sûrs, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences pour eux, pour leur entreprise, pour leur famille. Parce qu'on suit le client un peu à 360 degrés aussi. D'accord. C'est un petit peu la force de notre métier, je trouve, dans l'expertise comptable. On ne suit pas que sur des chiffres, justement, sur de la compta, sur de l'optimisation, mais vraiment, moi, quand quelqu'un veut s'installer, je lui demande quel est son projet. Mm-hmm. Pas forcément quel est son projet à court terme et à long terme, où il veut aller, et du coup on va adapter vraiment la proposition d'entreprise à ce projet à long terme, donc par rapport à sa personnalité, à son environnement personnel aussi. Ouais, et du coup tu parlais, il y a un point qui est intéressant, c'est que tu parlais que tu étais
très impliqué au niveau des femmes, donc des entrepreneurs au féminin. Oui. Et aujourd'hui, tu sais combien ça représente dans ta part de clientèle, cette partie-là? C'est loin d'être une majorité. Oui. C'est loin d'être une majorité, mais je pense que c'est lié à la réalité nationale. Hein. Bien On a, évidemment. je pense que j'ai moins de 15% de clientes. Moins de 15%? Ouais. D'accord. Non, on a encore des difficultés à encourager, enfin, à ce que les femmes se sentent capables d'entreprendre. Il y a beaucoup de contraintes, notamment familiales, qui leur pèsent dessus encore aujourd'hui. Oui. Même si, messieurs, vous faites beaucoup d'efforts, mais le level n'est pas encore atteint pour tout le monde. D'accord. Pour tout le monde, donc on a encore peu d'entrepreneuses ou alors qui vont se cantonner beaucoup en micro. Oui. Mais ça se développe. Ça avance. Puis tu es là pour les aider, pour les accompagner oui. aussi, surtout, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un élément qui fait dans ton accompagnement, justement, des choses qui pourraient, des particularités que tu aurais pu rencontrer, qui pourraient aider d'autres femmes entrepreneurs à se lancer, ou qui ont envie d'entreprendre à se lancer J'ai envie de dire que si j'ai pu le faire en étant maman solo de 2 ados, à l'époque, à un moment compliqué, en se disant oui, on peut le faire. Il y a des moyens de se protéger, il y a des moyens d'avoir des parachutes Oui. pour les au cas où. Hein. Moi, je suis pas téméraire non plus. Donc quand je me suis installée, j'avais forcément un plan B et un plan C, en sachant si ça marchait pas, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je risquais vraiment, etc. Donc on cloisonne les risques. Mhm. Et ça, qu'on soit une femme ou un homme, j'ai un peu le même discours. Je suis un peu maternelle parfois, pardon, avec les clients, en essayant de faire attention à ce qu'ils mettent pas tous les œufs dans leur même panier et qu'ils arrivent à se protéger eux-mêmes quand même. Oui. De se lancer, mais avec un parachute. Est-ce que tu as l'impression, parce que c'est peut-être le cas, je sais pas, mais est-ce que tu as l'impression justement que les femmes ont plus besoin d'anticiper le parachute ou de les accompagner sur ça que les hommes, ou pour toi, dans l'expérience que tu as, c'est moins Les clair? femmes beaucoup plus. Les femmes beaucoup plus ont C'est une beaucoup plus perception besoin que de j'ai aussi, sécurité. Alors ça dépend à quel âge, ça dépend dans quelle situation, Oui, mais à comparer en charge d'enfant, on réagit pas de la même façon. On prend pas clairement. les mêmes risques. Ouais, non. J'ai parfois des hommes, ils croient à 300% dans leur projet, ils pensent pas aux problèmes éventuels qui dépendraient pas d'eux. Hein. Un Covid, ça dépend de personne. Oui, tout à fait. Donc, ils sont beaucoup plus. Certains sont très téméraires. Ouais. Et on a rarement ça chez les femmes, en tout cas de mon expérience. Ok, donc en fait, faut pas que les femmes hésitent d'y aller, mais tu vois, tu es là aussi pour les accompagner, pour leur dire, dans leur projet, oui, il y a peut-être un plan B, un plan C, comme tu disais. Et Il y a oui, toujours faut un se filet lancer. de sécurité qui est possible. Il y a toujours des moyens de se protéger soi, de protéger ses proches et de pas tout flamber non plus. Faut juste bien préparer sa création d'entreprise en amont. Ouais. Une création d'entreprise, ça se prépare. Ça se prépare pas en un mois. Non. Plus longtemps on a mis à le faire, mieux c'est, parce Ouais. qu'on aura tout prévu et on se sera bien préparé à tous les cas. Et pas se laisser submerger après aussi. Hein. Ça peut être mon expérience, par exemple, où j'étais très rapide dans la création et que tout n'était pas prêt sur mon organisation personnelle. Ouais. Donc, je me suis laissée submerger par la gestion administrative interne, hein,
Oui, tout simplement, le côté commercial, etc. Il y a des choses que j'ai pas anticipées. Donc, je pense que mon atout, c'est que je suis pas seulement experte comptable, je suis aussi chef d'entreprise. t'es aussi entrepreneur, Je quoi. suis Tu t'es lancé complètement, et voilà, voilà. je suis une entrepreneur, j'ai envie de dire presque avant tout, dans le métier spécifique de l'expertise comptable. Oui, donc tu peux accompagner sur les deux volets, à la fois l'expertise comptable, mais aussi bah, le conseil Mm, à la création d'entreprise, à anticiper tous les sujets, mm. à y aller quand même. Ah oui, il faut y aller de Faut toute y façon. aller, voilà. Il faut y aller, mais pas n'importe comment, Pas c'est tout. n'importe comment, bien évidemment, anticiper. Mm. Et du coup, est-ce que tu conseilles aussi, je prends l'exemple, des choses, des structures qu'on connaît pas, j'ai envie de dire, tant qu'on ne sait pas lancer, comme des structures comme Réseau Entreprendre, Réseau Initiative, qui doit certainement y avoir dans Oui, tout à dans fait. le Maine-et-Loire. Voilà, est-ce que tu accompagnes aussi sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des incubateurs aussi, des pôles d'incubation autour de Cholet qui peuvent... Les euh, pôles d'incubation, ils sont dans des domaines particuliers ouais, d'activité. Sur les réseaux Entreprendre, France Initiative et autres, quand on accompagne un créateur ou un repreneur d'entreprise qui a besoin de fonds, forcément, je lui indique que ça existe et que je les invite à se rapprocher d'eux pour monter un dossier que je monte avec eux, mais en tout cas oui, pour passer en commission. ouais, Les prévisionnels, évidemment, euh, en deux étapes, de manière pédagogique d'abord avec le futur entrepreneur pour bien lui expliquer les chiffres. ouais, J'aime pas accompagner les clients à la banque, je trouve que c'est leur projet et qu'il faut qui le portent qu'ils le eux-mêmes. portent eux-mêmes. Parce que les rares fois où c'est arrivé, on en a fini parfois à avoir un discours entre experts du chiffre. Je trouvais ça un petit peu dommage. Moi, je préfère bien préparer les questions, lui expliquer son prévisionnel, valider avec lui toutes les hypothèses et qu'il soit prêt à voir le banquier. Ok. Peut-être maintenant, alors, parce que tu as parlé de ton parcours entrepreneur, de l'accompagnement et tout que tu fais, tu t'es impliqué dans on va pas appeler ça un programme, un groupement qui s'appelle les Nouvelles Expertes. Alors, est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un peu Ah, plus de les ça? nouvelles expertes, ça pourrait être un incubateur. Ouais, Nouvelles expertes, c'est une association à la base qui a été créée en 2019 par cinq expertes comptables qui s'installaient ex nihilo, d'accord. dont Alexandra Rueg, qui est notre présidente encore aujourd'hui, qui a porté vraiment et qui porte encore l'association, qui est devenue une coopérative. Les nouvelles expertes au féminin, parce qu'à la base, quand elles ont lancé le projet, c'était de se regrouper en tant que petit cabinet ex nihilo avec des valeurs humaines avant tout, en souhaitant travailler seul pour notamment un équilibre vie perso, vie pro. D'accord. À cette époque-là, il y a surtout eu des femmes qui ont répondu. D'où les Nouvelles D'où Expertes. les nouvelles expertes. C'était pas forcément fermé à la base, mais ça a été de fait la réalité qui s'est produite. Et les nouvelles expertes accompagnent donc les petits cabinets avant la création, pendant. Moi d'ailleurs, ça a été un de mes filets de sécurité quand je me suis installée. D'accord. Je les ai rejoints avant même de m'installer pour commencer à prendre des renseignements, avoir, avoir des retours d'expérience, savoir où j'allais mettre un petit peu les pieds. Et ça m'a beaucoup rassurée de me dire je ne serai pas toute seule. Ouais, Je ne serai pas toute seule. À l'époque, on était au départ une vingtaine. J'ai 20 autres expertes comptables, des copines maintenant, qui sont là pour nous aider sur
nos questions techniques, nos questions d'organisation et aussi des coups de blues, des coups de boost aussi quelquefois. On partage nos réussites comme quelquefois les expériences un peu moins agréables. Ok. Mais c'est un vrai soutien tant moral que technique et organisationnel. Et donc, du coup, ces nouvelles expertes, elles sont dans la région ouest ou c'est maintenant toute la France? Comment ça fonctionne? Les nouvelles expertes sont dans toute la France. Donc depuis 3 ans, on est passé en coopérative. Ouais, Donc on a un gros fief, on va dire, dans le sud-est, entre Montpellier et Marseille, parce que c'est un peu de là que sont parties les premières. Mais on en a dans toute la France, dans l'ouest, on a quelques-unes et quelques-uns, parce qu'on a des hommes maintenant chez les nouvelles expertes qui ont rejoint nos valeurs. Et on est ravis d'avoir avec nous. Dans à peu près toute la France et même dans les dom-toms, on en a. d'accord, ok. Donc aujourd'hui, j'ai pas les derniers chiffres, mais on est plus de 130 coopérateurs. D'accord. Et pourquoi alors, cette question-là, pourquoi passer de association à coopérative? Ça a commencé à prendre de l'ampleur, en termes de gestion, D'accord. parce que en plus de ce soutien dont je parlais, en tant que petit cabinet, eh bien, on pouvait avoir des coûts élevés sur certains fournisseurs Oui, qui représentent beaucoup pour nous, des gros budgets pour nous, notamment les éditeurs logiciels, les formations, la documentation, etc. Donc au début, on a commencé à créer de manière informelle ces regroupements de cabinets pour négocier auprès de ces différents fournisseurs. Et à un moment donné, ça prenait vraiment du temps de gestion. On avait besoin d'avoir une validité juridique aussi. d'accord. Donc le fait de passer en coopérative nous a permis d'assurer un peu plus ce fonctionnement et de le pérenniser. Parce qu'en association, ça commençait à être compliqué sur le volume qui se créait. D'accord. Et du coup, comment on adhère aujourd'hui maintenant aux nouvelles expertes? On va sur notre site, on nous contacte, on contacte moi ou n'importe qui du bureau et on rappelle la personne, on échange, on envoie un bulletin d'adhésion et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est difficile de rejoindre les nouvelles experts? Non, c'est jamais C'est difficile. jamais difficile. C'est jamais difficile. On a des critères de sélection. Ouais, On a des critères de sélection qui sont la taille du cabinet, c'est-à-dire moins de 10 collaborateurs et 2 associés au maximum. C'est tout. C'est le seul critère de sélection avec un échange quand même avec les experts comptables concernés, s'assurer qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous. les mêmes valeurs. Et du coup, voilà, cette taille de cabinet, voilà, tu l'as expliqué, hein, moins de 10 collaborateurs, maximum Deux associés. deux associés. C'est en fait pourquoi restreindre à ce niveau-là et pas ouvrir un peu Parce, plus? parce que c'est de là qu'on est parti. C'est quelque chose. On tient à rester sur cette taille humaine. Ouais, Qui correspond aux valeurs et on est organisé pour. On peut pas, on n'apporterait, je pense pas grand-chose à un cabinet structuré de 50 collaborateurs avec 3-4 associés. L'idée de la coopérative des nouvelles expertes, c'est de rompre l'isolement de l'expert comptable entrepreneur. Double casquette, ouais, de rompre son isolement, d'être réassuré techniquement, de pouvoir accéder à des prix qui lui permettent d'avoir des outils compétitifs et à la pointe. ouais. Donc ça joue vraiment sur notre compétitivité à nous et en plus de ces échanges euh, qui sont la base, j'ai envie de dire, de l'ADN des nouvelles expertes. Après, on a différents niveaux d'adhésion. D'accord. On a 4 niveaux d'adhésion. Euh,
la personne qui est en projet de création, Ouais. qui vient pour prendre des renseignements et justement être réassuré, et on le couvre un petit peu pour l'aider à s'installer. Le cabinet qui est sur un profil intermédiaire, j'ai envie de dire toujours les mêmes critères, hein, mais qui va plus rechercher la coopérative, Mhm. donc les prix, gagner sa compétitivité et bénéficier de nos échanges et de nos négociations. Et puis ceux qui veulent un peu plus échanger. Donc après, on a 2 niveaux, et c'est l'essentiel de nos coopérateurs. On a des noms d'oiseaux chez nous, des pinsons et les tourterelles, avec lesquels on partage sur un Slack, sur un portail collaboratif, où on peut échanger sur toutes nos questions techniques, organisationnelles, ressources humaines, tous les problèmes qu'on peut avoir, toutes les questions qu'on peut avoir. Et les tourterelles, niveau supérieur, on a en plus ça bénéficie aussi de la communication des nouvelles expertes pour leur propre cabinet et des échanges mensuels qui sont organisés. Nouveauté chez les nouvelles expertes, alors l'année dernière on a été certifié Calliope, donc ça permet à nos coopérateurs de former leurs clients ou leurs collaborateurs. Et le gros projet qui va venir, c'est la coopérative du cœur. Vas-y, dis-moi plus ce que c'est la coopérative du cœur. La coopérative du cœur, c'est un gros projet qu'on espère mener à bien pour l'année prochaine. On est parti du constat qu'on est seul. Ouais. Alors, ils sont rares les cabinets où il y a 2 associés sur cette taille de cabinet, mais en général, on n'a qu'un seul associé, expert comptable, qui vise les comptes, entrepreneur qui gère son cabinet, etc. Et si nous arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour nos collaborateurs, nos clients aussi, surtout. Ouais. Vous avez déjà eu ce cas-là ? On a entendu parler de cas et c'est toujours un peu l'angoisse quand on est seul, de se dire qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose. Oui. Alors s'il m'arrive quelque chose, je dirais sur une courte période, une longue hospitalisation ou autre, ou si c'est plus grave, ou des burn-out, où on en a quand même un petit peu dans notre profession. Surtout au mois de juin, j'imagine, à la fin d'une période fiscale. Je crois que là, il n'y a pas de période pour ça, mais en tout cas, on a un poste clé et pour nos clients surtout, et aussi pour nos proches. Donc, on a eu des cas où un expert comptable est décédé, la conjointe pour récupérer les codes, tout ce qu'on veut, les clients, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, quand on en arrive là, c'est assez catastrophique pour tout le monde. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à trouver une organisation pour qu'au sein de la coopérative, on ait un relais et qui soit possible. D'accord. Donc là, c'est dans les starting blocks. C'est dans les starting blocks, là. Voilà. C'est un petit moment qu'on en parle. On s'est rapproché aussi d'avocats pour voir un petit peu comment on peut structurer ça. Et maintenant, sur la partie organisationnelle, comment on peut mettre ça en place, comment on protège tout le monde ainsi. D'accord, donc oui, donc vraiment le réseau là, de plus de 130 cabinets. Oui. Parce que j'imagine, il y a beaucoup de solos au cabinet, mais il y a quand même quelques-uns où il y a plusieurs associés. Enfin, il y a 2 associés maximum. 2 associés, puis des collaborateurs. Voilà. Moi, je peux partir, je peux m'absenter quelques semaines. J'ai mon équipe qui peut prendre le relais jusqu'à un certain point. Mais pour celles ou ceux qui sont solos, c'est pas forcément le cas. Et si c'est plus grave que ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est pour ça donc comment tu l'as appelé ? La coopérative du cœur. Ok, donc de pouvoir échanger comme ça, de pouvoir facilement reprendre le relais d'un confrère qui serait malade, qui a un accident ou plus grave que ça, on ne souhaite pas, mais de pouvoir accompagner les collaborateurs et les clients. Que les clients ne se retrouvent pas dans la brouisse.
Oui, c'est sûr que pour certains, leur expert comptable, c'est... Ah bah après, surtout quand on gère tout, qu'ils ont une délégation maximum, s'il n'y a plus de déclaration de TVA qui se font, s'il n'y a plus rien, enfin, ça entraîne d'autres problèmes aussi. Oui. Donc le but, c'est d'éviter tout ça. Bon, en tout cas, bon, nous, on n'est pas un cabinet d'expertise comptable, mais ça donne envie de s'associer, parce que c'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, on voit bien que c'est quelque chose qui est pas facile à vivre. Mm. Je pense que pendant le Covid, ça a fait du bien à beaucoup de monde chez vous, parce que dans les nouvelles expertes, de pouvoir Ouais. parler facilement Ah à oui, quelqu'un. oui. Oui. Et puis se parler, cette réassurance, croiser nos informations quand ça changeait toutes les semaines, là, c'était C'est sûr que oui. c'était d'une grande aide. Yes. Bon, maintenant, si on passe sur les sujets du moment ou des prochaines années pour les experts comptables, parce qu'au sens large, on voit quand même qu'il y a une évolution assez majeure de la profession en ce moment, notamment tirée par un des sujets qui, nous tient à cœur, la facture électronique. Mais comment toi tu vois les choses sur le sujet de la facture électronique? Comment tu vois ça, l'arrivée de la facture électronique pour la profession, pour ta profession, ton cabinet et tes clients? Ouais, je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience, la facturation électronique. On nous en parle depuis longtemps et elle devait passer là, cette année. Et on commençait vraiment à se préparer, en tout cas au sein du cabinet. Et... C'est vrai que c'était hier, normalement, la première date. Tout à fait. Tout à fait. On a eu 2 juillet, donc voilà. Donc c'est vrai que ça aurait dû être hier, mais voilà. Bon. On peut pas encore. C'est un outil qui va vraiment permettre de simplifier l'administratif pour les entreprises, qui va nous alléger dans notre tâche. Ça peut sembler bizarre de se dire on aura moins de travail, mais en fait, aujourd'hui, on a ces tâches de saisie comptable, hein. Même si elles sont bien digitalisées déjà aujourd'hui, elles sont assez chronophages et pas forcément très intéressantes pour tout le monde. Et tellement chronophages qu'elles nous empêchent de mener d'autres missions quelquefois plus importantes pour mieux accompagner justement nos clients. Donc moi, la facturation électronique, allons-y. Allons-y à fond. Allons-y à fond, il n'y a pas de souci. Ça va permettre de faire monter en compétence des collaborateurs qu'on ne trouve plus aussi, parce que ça répond aussi à notre problématique de ressources humaines dans la profession. C'est difficile de recruter aujourd'hui un collaborateur comptable. Oui, effectivement, c'est un métier qui attire pas quand on parle de la saisie comptable, et c'est peut-être là le sujet aussi de l'avantage de la facture électronique. C'est peut-être cette saisie comptable qui est... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un métier pénible? Peut-être pour un collaborateur comptable, c'est un métier pénible, mais ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui adorent faire ça. C'est pas mon cas. On a bien compris. Non, mais c'est... De toute façon, on n'a pas assez de personnel. On est tous en manque de recrutement. Ouais. Donc cette digitalisation, cette révolution tertiaire par le numérique dans nos métiers va faire du bien. Va permettre d'alléger ces postes-là et de permettre aux collaborateurs d'aller sur des missions aussi plus intéressantes pour eux. Maintenant, il faut par contre des gens qui seront plus diplômés aussi. C'est plus le même profil. C'est ça. Donc on a deux solutions. Soit on arrive à faire monter en compétence les personnes qui sont assistants aujourd'hui. Oui. Soit on recrute que des masters. Oui, il faut que les collaborateurs aujourd'hui ne se contentent plus C'est quoi le premier niveau maintenant? Ça a tellement évolué depuis, je ne vais pas dire mon époque, parce que c'est un peu vieux, mais ça a évolué quand même. Ça évolue, mais sur un poste d'assistant comptable, on peut se contenter d'un BTS, Ouais. mais qui n'évoluera pas.
du coup, parce qu'il leur manque beaucoup de compétences liées à ce qu'ils apprennent en juridique, notamment en fiscal. La formation, elle est trop juste à ce niveau-là. Ouais. Donc forcément, on peut s'en tenir qu'à de la saisie. Ouais. Qui a vocation à disparaître. Donc Qui a vocation à disparaître. Donc voilà, le BTS aujourd'hui n'est pas suffisant. La licence, on a beaucoup de licences qui se développent pour faire un bac plus 3 pour les gens qui sortent de BTS. Voilà, qui sont ce qu'elles sont. Après, ça va vraiment dépendre, j'ai envie de dire, du tempérament de la personne. Ouais. Est-ce qu'elle a envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller sur des nouvelles missions et donc de se remettre en cause, en danger et de progresser ou pas. Oui, c'est ça le sujet en fait. Oui. Et donc l'accompagnement dans le cabinet, si je prends l'exemple de Famac, j'ai une collaboratrice qui est rentrée il y a 2 ans avec un niveau BTS, qui a commencé par de la tenue, et puis vu son engagement, elle est formée depuis 2 ans pour progressivement passer d'assistante à responsable de dossier, à faire des bilans et encore à faire progresser. Donc déjà, le poste qu'elle avait à la base a évolué. D'accord. Donc Camille est super. Je pense qu'elle a beaucoup évolué, c'est très bien. Faut tomber sur ces personnalités-là de gens qui ont envie. Oui. Et du coup, la mécanique maintenant avec l'alternance, est-ce que ça c'est bénéfique pour vous dans ces nouvelles missions, justement que l'évolution digitale, facture électronique, puis on parlera des sujets aussi après, intelligence artificielle vont importer. Est-ce que ça c'est bénéfique pour vous? L'alternance, c'est toujours bénéfique de toute façon. Si on veut des collaborateurs demain, il faut les former aujourd'hui. On n'a pas le choix. Sûr. Donc et l'alternance est un très bon moyen d'apprendre et de rencontrer des futurs recrues. Ouais. Donc idéalement, on a envie de les garder. Quand ça se passe bien, quand la personne se sent bien et se retrouve dans son poste, c'est le but de former aussi. Mais c'est pas toujours le cas, hein. On les recrute pas toujours, ils veulent continuer, on n'a pas forcément quelquefois les dossiers ou les particularités qui les intéresseraient pour bien progresser. Et puis j'ai envie de dire, ça fait partie aussi de la jeunesse d'aller apprendre sur sous différentes formes, en entreprise, dans d'autres cabinets de différentes tailles. Mais oui, il faut prendre des alternants dans tous les cas. Et pour autant, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là, sur ce que l'évolution digitale, la facture électronique apporte, notamment en termes de data, oui. Pas mal de choses que les alternants et les étudiants doivent prendre en compte. C'est que aujourd'hui, c'est plus de la saisie comptable, c'est de la data. On parle dans certains cas de projets de data lake et d'intelligence artificielle, avec tout un ensemble forcément de missions qui vont évoluer, plus intéressantes, plus enrichissantes personnellement. Et c'est un autre métier. On parle de data manager plutôt que de comptable si on va jusqu'au bout. Donc c'est un autre métier. C'est un autre métier et les formations comptables classiques, faut que je regarde de plus près, mais j'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir vu en tout cas des nouvelles matières là-dessus. Les enseignants informent, préparent les jeunes à ce niveau-là, mais on n'a pas une formation de data manager qui ressort, ou alors dites-le moi. Je lance un appel à l'information là-dessus. Le problème qu'on a, c'est que ça devient vraiment hyper technique en fait. On va avoir des postes qui vont être hyper techniques parce qu'il faut être bon comptable pour savoir comment traiter ces données. Faut gérer la fiscalité, le contexte juridique et maîtriser ce traitement de données. Oui, tout ça ensemble.
tout ça ensemble. Alors déjà que c'est très complet et c'est là où notre métier est génial, c'est hyper enrichissant. C'est ça. Il faut des gens qui sont challengeants et qui acceptent que ce soit que ça peut être lourd peut-être au début de prendre ces 4 piliers-là, mais que derrière ça ouvre des portes à l'analyse, au développement de missions qui sont extraordinaires. Oui, puis il y a des sujets, comme tu disais, d'accompagnement d'entrepreneurs, d'autres sujets qui sont, je vais caricaturer un peu, mais j'ai une licence d'économie-gestion, donc j'ai fait des contentés. Les contentés en licence, bon voilà, c'est pas forcément ça, c'est pas que ça, quoi. C'est une C'est toute pas petite partie. complètement, c'est une base. C'est une base pour Il comprendre faut la comment ça base, fonctionne, bien comment ça évidemment. fonctionne. Sinon, si on comprend pas le débit et le crédit, il y aura un problème à un moment. Mais cette base-là, en fait, elle a besoin de 3 couches supplémentaires. Euh, J'insiste sur ce côté fiscal et juridique parce que si on n'a pas tout ça ensemble, Mm. on comprend pas ce qu'on fait, les implications de ce qu'on fait. Et ce côté informatique, du coup, de gestion de données, d'aller sur l'intelligence artificielle, etc. Et là, on va aller vers des missions qui vont sortir du poste traditionnel de comptable, Oui, qui fait peur, qui a pas l'air marrant du tout, vers quand je vois les derniers jeunes que j'ai accompagnés qui rêvent tous de faire du contrôle de gestion. En fait, le data management, c'est ça. oui, c'est ça, c'est on contrôle en fait toutes les On- données, on on- s'assure que les données soient fiables aussi, ce qui va être le c'est plus ça. important. Et du coup, avec cette récolte de données, on va pouvoir en faire, qui va être hyper facilitée et beaucoup moins chronophage, on va enfin pouvoir les utiliser à 100%. C'est ça. Parce Faire du qu'aujourd'hui, on les utilisait que alors pas que pour un rendu, essentiellement pour un rendu administratif, fiscal, juridique. Demain, on va pouvoir aller beaucoup plus facilement sur l'accompagnement de gestion. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un vrai. Parce que c'est un directeur financier, pas à temps plein, mais sur des missions comme ça aussi, pour accompagner les entrepreneurs. Ouais. On Qui peut n'ont- avoir des tableaux de bord en temps réel, on pourra euh, calculer des coûts de revient beaucoup plus facilement avec des données qui arrivent C'est clair. et on aura le temps de le faire surtout. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, on sait le faire déjà. Oui, On sait le faire, sauf que c'est plus compliqué d'avoir toutes les données. Et il faut que tout le monde soit disponible pour le faire en temps et en heure. oui, là, la facture électronique doit t'aider à ça. C'est la première étape, bien évidemment, parce qu'après, il faut Oui, mettre tout ça en place et tout ça. ça va s'organiser, de toute façon, ça va se faire sur plusieurs années, mais déjà, mettre ça en place, reformer les équipes, Ouais. à se réadapter à un nouveau fonctionnement, un nouveau poste, Oui, un c'est un nouveau nouveau poste. poste. Euh, former les clients à une nouvelle gestion de leur administratif et nous aussi pouvoir nous repositionner par rapport à nos clients et Ouais. leur apporter du plus. Et du coup, tu as déjà vu des questions de la part de tes clients sur la facture électronique, est-ce que c'est déjà quelque chose qui Ça leur fait peur. ça leur fait peur? Ouais. Aujourd'hui, ce qu'ils entendent, ça les effraie un petit peu. Dans quel sens? C'est des grands mots, c'est des grandes plateformes de l'État. C'est voilà, ça apporte des inquiétudes en tout cas, parce que concrètement, ils ne voient pas toujours comment ça se passe. On a effleuré le sujet, mais bon, quand quelque chose est sans arrêt repoussé, j'ai pris le parti d'y aller au fur et à mesure que ça avançait, parce qu'en Ouais. parler 3 ans avant, ça sert à rien. Non, c'est compliqué. On explique que ça va arriver, on les prépare. Prépare sur leur choix de logiciel notamment, Ouais. qu'ils n'aient pas à en changer dans 2 ans, ça serait Ça serait dommage. dommage, effectivement. De se préparer pour les commerçants, avoir une caisse aussi qui passera facilement le cap, ou en tout cas de s'habituer à travailler avec ce genre d'outils pour pas que ce soit triple révolution en même temps. Oui. Oui, c'est vrai que ça fait peur, tous ces éléments-là.
on a eu l'impression pour certains ils intégraient ça comme une charge de travail supplémentaire. Finalement, En fait, comme c'est pas concret, c'est ça. Tant que c'est pas concret, tant qu'ils s'en rendent pas compte, voilà, on leur montre les schémas le fameux schéma en Y. Voilà, du fournisseur, du client qui passe par une plateforme, une plateforme de l'État, une première plateforme. Ouh là là, Ça paraît compliqué. ça reste très théorique, donc après on les rassure en leur disant que nous, de toute façon, on est là pour les accompagner, les aiguiller, et de toute façon, c'est nous qui ferons ce travail-là. Ben, Au final, une bonne partie, oui. au final, pas une charge de travail supplémentaire. Ouais. Donc, pour les rassurer un petit peu. Ok. Et du coup, le décalage de la réforme, c'est Une déception. une déception. Est-ce que tu aurais eu le temps finalement de passer suffisamment est-ce que les outils Les outils n'étaient pas prêts, mais pour tout te dire, l'année dernière à cette période-là, en sachant que j'étais à moi 1 an, Ouais. juste 1 mois avant qu'ils Ouais. abandonnent, en recrutant, j'ai recruté un apprenti de plus en me disant que j'allais en affecter un à la préparation justement de tes clients sur ce sujet. Voilà, qui pourrait être affecté à cette transition. Et du coup, l'apprenti, tu l'as gardé ou tu... Oui, on va pas le mettre Il a fait dehors. autre chose. Il a fait autre chose, il y a toujours quelque Il y chose a à toujours faire. plein de choses à faire. Mais de bon, toute c'est façon. un petit peu dommage, ça aurait pu aussi être quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que ça s'anticipe de toute façon. Il faut. Je pense qu'1 an avant, c'est bien. Oui, c'est un minimum de l'anticiper 1 an avant. Donc là, c'est un peu plus de 2 ans maintenant. il y a Ouais. le temps. Donc, Mais- on attend aussi les outils qui vont arriver, sur lesquels on va Exactement. pouvoir se caler et commencer à faire une transition progressive de certains clients. Oui, parce que je pense que tu le vois au quotidien dans ton cabinet, il y a des profils complètement différents. Et il n'y a pas l'outil miracle qui fait tout. Je ne pense pas que ça n'existe Non, aujourd'hui. non, On a non. différentes spécialités, différents sujets sur lesquels on se focalise chacun. C'est vrai que on fait évoluer au fur et à mesure avec les besoins des clients, mais oui, c'est pour ça qu'il faut aussi l'anticiper pour remonter les besoins, parce que si on ne remonte pas les besoins, c'est difficile de construire l'outil qui répond à un besoin Bien qui sûr. n'existe pas. Bien sûr. C'est d'où les échanges qui sont importants entre experts comptables et éditeurs de logiciels, où on doit travailler là-dessus main dans la main parce que C'est ça. on est partenaires là-dessus, c'est le même but. Exactement. À la fin, on le fait ensemble. Oui, On ne peut pas le faire tout seul, ni l'un ni l'autre. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué, effectivement. Et l'objectif, c'est quand même je pense que c'est l'objectif de l'administration publique, c'est qu'il y a un maximum d'acteurs qui accompagnent toutes les entreprises françaises à passer à la facture électronique. Parce que quoi qu'il arrive, ça sera pas que français, ça sera européen. Et en plus, on le voit, à ton niveau, ça permet de réduire des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir consacrer plus de temps sur des missions de conseil, du contrôle de gestion, de la direction financière, enfin tout ce que tu vas pouvoir accompagner tes clients. Et c'est vrai que ça a des bénéfices énormes, plus que la contrainte réglementaire, et il faut le voir peut-être le verre à moitié vide à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que le verre, oui, est plutôt plein parce que ça va simplifier pour nos clients et nous et fluidifier beaucoup de choses et nous permettre aussi de nous développer en tant que cabinet, ne serait-ce que pouvoir prendre des clients supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, avec le manque de personnel, on est bloqué à un moment donné. C'est ça. Donc là, ça permet de développer aussi. Et puis surtout, moi, je ne le vois pas comme une contrainte, mais vraiment un pas en avant sur la digitalisation, aller au bout. De toute façon, tout est sur plateforme aujourd'hui pour créer une entreprise, pour la fermer.
pour payer son client, enfin son fournisseur et être payé de son client, Oui, payer ses impôts et déclarer, c'est ça, tout est en ligne, donc c'est une suite logique aussi. c'est ça. Et Ouais. puis sur les différents types de clients, évidemment, on a des panels d'entreprises avec des activités qui vont être peut-être un peu plus compliquées à mettre dedans et d'autres pour qui on ne verra même pas la différence. Exactement. Voilà, l'idée c'est de finir un peu sur ce podcast, sur des choses qui, voilà, un peu plus légers. Alors peut-être quand même avant de commencer par un conseil pour les étudiants, pour ceux qui veulent s'orienter ou qui hésitent à s'orienter sur l'expertise comptable ou sur la Bien, profession. l'expertise comptable, faut pas que ça fasse peur. C'est, je pense que j'ai pas l'air d'une personne sinistre et éteinte. On peut s'amuser au travail. Au contraire, aujourd'hui, l'expertise comptable, ça demande l'humanité, puis beaucoup de relationnel. Donc en fait, si on a une fibre commerciale, si on aime parler aux gens, ben, ça fait partie des qualités à avoir. Ouais, Le profil fermé, j'ai envie de dire traditionnel, ne pourra convenir, mais comme on disait tout à l'heure, sur des postes de data manager, de vraiment d'analyse de données, de récupération de données. Mais si on veut aller jusqu'au bout de l'expertise comptable, il faut savoir que c'est un métier, on s'ennuie pas, qui est exaltant, parce qu'on découvre plein de choses. Moi qui suis une grande curieuse, ben, j'en découvre encore tous les jours. ah oui, Que ce soit des activités, des profils, des modes de fonctionnement aussi d'entrepreneurs. On a une évolution de la société en même temps chez les entrepreneurs et je trouve ça assez extraordinaire. Donc en fait, on s'ennuie pas. Par contre, faut s'intéresser, il faut être curieux. ouais, Euh, Parce qu'on ne sait jamais tout. On ne sait jamais tout, donc il faut toujours être prêt à chercher et à s'investir. Si on veut un métier, comment dire, redondant, c'est peut-être pas là qu'il faut aller, mais si on a envie de vivre une aventure dans son travail et tant avec des collègues, une équipe, des clients, c'est super intéressant. ça Venez. donne envie, hein. Ça donne envie, hein. On va reprendre des études d'expertise comptable. On est vraiment, enfin moi je découvre quelquefois des nouveaux métiers que j'aurais jamais imaginés. D'accord. Des, dans les nouveaux métiers, des choses liées à l'environnement, où les gens travaillent sur l'environnement, là où on n'y pense pas, qui travaillent sur les low-tech ou qui font de la formation à l'éducation environnementale. Et ça, on n'y pense pas en se disant, tiens, demain je vais ouvrir une entreprise qui va créer des sources d'énergie renouvelable Oui. avec peu de moyens et en faire un business. Parce qu'en fait, il faut toujours avoir cet équilibre de travailler d'une passion et d'en vivre. Mmh. Sinon, Oui. on fait de l'associatif le week-end. Donc on peut être expert comptable, spécialisé dans la RSE, On peut être, avec son expertise de chiffres, peut-être, mais pas que, et travailler finalement dans un environnement qui donne envie, qui peut correspondre à ses valeurs. Mm. C'est et un bon métier pour le faire. dans un environnement dynamique et d'échange surtout, je tiens à insister là-dessus. Non, on parle, on explique, il faut être pédagogue aussi entre collègues et avec nos clients. Et il y a plein de façons de travailler
dans un cabinet d'expertise comptable. On peut être focalisé sur les chiffres. Si on est un peu plus dans le relationnel, partir sur des missions un peu pédagogiques. Si on aime même former, on peut plutôt être à manager les nouveaux arrivants, et tout en maîtrisant son métier, en le faisant évoluer de différentes façons. C'est un peu comme ça en tout cas, que j'essaye de travailler au sein de mon cabinet. Les collaborateurs qui rentrent, le but c'est qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. J'ai pas envie de voir des gens arriver à reculons. Donc il y a une formation à avoir, il y a un accompagnement au départ, puis une fois que, j'ai envie de dire, le métier de base, le fonctionnement est maîtrisé, et ben là c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu te vois évoluer, et qu'est-ce qui t'amuserait, parce qu'il faut s'amuser dans son travail. Ah, c'est très 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 important, ça Ouais. c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas avoir plein de candidats qui vont venir te rejoindre dans ton cabinet. Je recrute. Ah oui, il faut aller chez Farida et Famac à Cholet. Je pense qu'en tout cas, vous serez bien accueillis et vous allez vous éclater à travailler dans ce métier. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de sorties, de ciné, enfin de choses un peu plus personnelles qu'on va partager un peu? En termes de livres, pour en revenir à ce sur quoi on a échangé en début de podcast sur l'entrepreneuriat féminin, il y a un livre de Titouan Lecoq, dont j'ai oublié le titre, je m'en excuse. Pas de souci, on trouvera. Mais qui parle justement de la gestion financière et de la différence de culture financière entre les garçons et les filles dès le début, et qui peut ouvrir pas mal de portes aux femmes qui aujourd'hui hésitent ou se sentent enfermées dans un système, et ça pourrait leur ouvrir les yeux et leur permettre de croire qu'elles peuvent elles aussi être entrepreneurs. Ok. C'est Titou ou Titu? Titu Lecoq. Lecoq, oui. Lecoq? Titu Lecoq? C'est une femme? Oui, c'est une femme. Ok, c'est Titu, là, je Titu, suis sûr. pardon. Pardon, madame. Non, mais écoute, on retrouvera et puis on mettra dans le descriptif du podcast, on retrouvera le livre. Le petit lien, parce que on manque aujourd'hui d'éducation financière à tous les niveaux, que ce soit déjà au lycée et même dans les études financières, les personnes ne savent pas comment ça se passe concrètement. Même pour gestion personnelle du foyer, j'ai envie de dire, beaucoup de jeunes quelquefois découvrent ça à la majorité. Et après la majorité. Et voilà, et après, ça commence en général là. Mais ouais, il y a un travail à faire là-dessus. Ok. Et alors, tes futurs projets, c'est quoi tes projets là? Mes projets. Il y a toujours quelques idées sous le manteau. Il y aurait vraiment pouvoir apporter aux petites entreprises que je suis ou que je suivrai cet apport RSE qui me semble important. Aujourd'hui, c'est obligatoire chez les plus grandes. C'est pas mon public, mais sur les petites, mettre en avant de manière cadrée, rigoureuse, de travail d'expert comptable, les arguments pour qu'ils puissent les utiliser pour montrer qu'ils en font de la RSE, qu'ils forment des gens, qu'ils utilisent des matériaux réfléchis, etc., etc. Il y a plein de petites entreprises qui le font, mais qui n'en parlent pas ou qui n'ont pas les moyens de l'exprimer, et ça leur permettrait de se valoriser, surtout sur des entreprises locales par rapport à leur concurrence. Oui, c'est vrai que c'est des sujets que l'on voit dans les appels d'offres ou dans certains trucs de plus grandes entreprises. Le volet RSE est important, et le matérialiser d'une manière ou d'une autre, ça reste des sujets importants. Aujourd'hui, sur les grandes entreprises, c'est obligatoire. Il y a une matérialisation qui est
qui est définie par la loi. Aujourd'hui, on peut faire quelque chose de plus souple pour celles qui le font mais qui ne l'expriment pas, qui ne sont pas obligées d'exprimer aujourd'hui. Mais ça viendra dans quelques années de toute façon. On va y venir, quoi qu'il arrive. Écoute, merci beaucoup Farida. J'ai une dernière question, parce que je pense qu'on a passé un très bon moment ensemble là. Et qui tu conseillerais de venir dans ce podcast pour une prochaine émission? Je pourrais conseiller beaucoup de gens. Ça peut être 1, 2, 3, 4 personnes dans le domaine du chiffre, même si on ne parle pas que de chiffres. Bien sûr. Eh bien, je pense que chez les nouvelles expertes, il y a quand même pas mal de pépites. D'accord. Je pense que ça pourrait être... Je pense que je vais réfléchir à 2 personnes différentes qui vont apporter des points de vue dans leur fonctionnement complètement différents. On a une experte comptable qui est sur la région parisienne, qui s'appelle Véronique Canvy, et son cabinet, ça s'appelle C Carré. D'accord. Donc, c'est très strict, très rigoureux. Mais avec une personnalité merveilleuse, hyper humaine, et justement cette belle personne hyper carrée, c'est hyper intéressant. Ok, d'accord. Écoute, on va l'inviter avec plaisir. Et puis l'autre personne? Et l'autre personne... comment dire? Non, c'est que il faut que je choisisse. Il faut en avoir plus, hein? Il faut que je choisisse. Sur un autre type d'experte comptable qui travaille différemment justement sur ces dossiers, qui a une autre stratégie, et qui est Alexandra Rueg, du cabinet Posel Expertise de Montpellier. D'accord. On ira dans le sud, il fera beau. Voilà. Ça nous changera un peu de ce temps aller au soleil. Écoute, merci beaucoup Farida. Moi j'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi. Mais moi aussi, je te remercie de m'avoir invitée. C'était une première pour moi, ce podcast, et c'était super sympa et intéressant, malgré mon appréhension, je peux le dire. J'ai passé un très bon moment. Merci Charles. Avec plaisir. Merci beaucoup.